d'abord, j'aimerais remercier l'association AMPA de son invitation, sa présidente pour les efforts inestimables pour à la fois transmettre les messages, aider la recherche et saluer le travail de son équipe très dynamique. Voilà, j'ai en charge aujourd'hui, cet après-midi, de vous parler du sens de la vue. L'ouïe, ce petit organe que je côtoie maintenant depuis une vingtaine d'années et qui n'a pas encore livré tous ses secrets pour percer sa relation intime avec le cerveau. Alors nous allons procéder à tout cela. Eh bien, il faut savoir que le globe oculaire est un instrument d'optique. Il joue un rôle intermédiaire dans le processus de perception visuelle. Alors, comment se fait tout cela? Eh bien, au départ, la lumière rentre à travers de multiples longueurs d'onde qui vont à la fois traverser la cornée, la pupille, puis cet organe, le cristallin, qui se cataracte quand l'on vieillit, quand il s'oxyde, et il va aller sur d'abord un endroit très très précieux que l'on appelle la macula, et via la macula, il existe un faisceau également précieux qui va transmettre l'information au cerveau. Et alors, faisons connaissance avec cette partie précieuse. Nous avons le globe oculaire, mais certes, quand un ophtalmologiste vous consulte, eh bien, il regarde cette partie, car c'est la partie, si elle est atteinte, vous donne a un impact visuel, une baisse d'acuité visuelle. Donc, c'est dans cette partie où sont concentrés le maximum de cellules visuelles précieuses qui permettent le détail fin. Voici une coupe en microscopie. Cette partie donc est tapissée par des pigments maculaires que l'on appelle lutéine et zéaxanthine. Et souvent aujourd'hui, grâce aux travaux de micronutrition à l'université d'Harvard, c'est vrai qu'une supplémentation permet de protéger la macula très longtemps. Donc, c'est cette partie noble qui va être atteinte et qui va être responsable d'une baisse d'acuité visuelle quand les tissus se dégénèrent. Eh bien, voici, la lumière atteint donc la macula et se passe un phénomène. À l'intérieur de cette macula existent des couches de cellules qui communiquent entre elles via des messages nerveux. Et à l'intérieur de ces couches, eh bien, la version agrandie, ce sont ces cellules visuelles qui contiennent des disques de phospholipides et qui, eux, captent le rayon, se détruisent finalement. C'est un suicide de cette cellule, mais finalement, elle régénère. Et quand il y a cette destruction, eh bien, c'est là que l'information va au cerveau. Ça s'appelle la transduction, mais ce n'est pas une destruction définitive, c'est une destruction de leur article externe, mais qui se régénère grâce aux antioxydants. Donc, voici un petit peu ce qui se passe durant un vieillissement. Eh bien, voilà, la lumière rentre, voilà, le pont lumineux se fait, et puis, grâce à cette destruction lipidique, il y a certes des dépôts qui seront réabsorbés, et ainsi, l'information passe dans le cerveau. Voilà, cette information donc passe de la macula vers le cerveau. Donc, comment se fait ce trajet? Eh bien, ce trajet se fait via des voies optiques complexes, qui chacune des carrefours, des ponts. Alors, il y a d'abord le croisement au chiasma optique. C'est un lieu où il y a de nombreuses tumeurs, ici par rapport au nerf optique, le chiasma optique. Il y a le corps genouillé latéral, les radiations optiques, et puis l'endroit du cerveau qui est dédié à la vue s'appelle le cortex occipital. C'est vers l'occiput que l'information nous délivre. L'information de la lumière est transformée et nous délivre le message de la vue. Et effectivement, c'est là qu'on peut lire les mots ou entendre les mots, pour reprendre un peu ce que disait un des orateurs précédents. Eh bien, nous allons voir maintenant la perception chez un patient qui présente une cataracte. Alors,
qu'est-ce que la cataracte? Comme je vous l'ai montré dans le schéma précédent, la cataracte est une opacification progressive du cristallin. Hein. Ce n'est pas une maladie, c'est un vieillissement. On a la cataracte parce qu'on prend du soleil, parce qu'on s'oxyde avec le temps et on jaunit, les filtres jaunis. Donc nous avons donc un écran au passage de la lumière. Donc, la cataracte, celle-ci, bon, on n'en voit plus de nos jours. On en voit un petit peu en Afrique, quand je vais parfois faire des missions chirurgicales, c'est vrai qu'elles sont... Mais on n'en voit plus aujourd'hui. Hein. Et quand on opère la cataracte, eh bien, on met un implant. C'est ça, un implant qu'on met dans l'œil, juste après la chirurgie. Là, il n'est pas encore tout à fait mis en place. Il reste encore une petite patte à rentrer dans l'œil. Et c'est pour ça qu'on libère la partie centrale pour restituer le passage de la lumière vers la rétine. Eh bien, on va voir un peu l'exemple d'un peintre qui avait une cataracte et on va voir son impact sur les réalisations. Alors, il s'agit de la cataracte de Claude Monet. Eh bien, au départ, il avait une cataracte et il y a eu un impact sur sa réalisation. Ensuite, il y a eu une cataracte de l'œil gauche qui a eu aussi un impact sur ses réalisations. Il n'a simplement été opéré que de l'œil droit. Et à l'époque, en 1923, on ne mettait pas d'implant. Et donc, il était devenu à un moment donné aveugle, on dit dans notre langage courant monophtalme, et c'est ainsi que nous allons voir un peu la modification de sa perception visuelle. Il a beaucoup peint ce jardin japonais. Et donc, au début, les contours étaient nets, les perspectives étaient précises. Et au fur et à mesure que la maladie évoluait, eh bien, il y avait une imprécision dans les traits, et puis jusqu'à se noyer dans une imprécision des buissons qui tombaient, et qu'on l'on voit ici. Et donc, c'est une œuvre qui permet de suivre un peu l'état visuel, l'état de perception du peintre. Parce qu'il faut savoir que quand il avait une cataracte très très évoluée de l'œil droit, et à partir du moment où on est aveugle de l'œil droit, on est monophtalme, c'est-à-dire qu'on ne voit pas en 3 dimensions. Donc, et nous avons aussi une distorsion des formes. Vous voyez au fur et à mesure que sa cataracte évoluait, eh bien, c'était d'une imprécision, et puis les couleurs se mélangeaient, mais qui n'étaient pas les couleurs réelles. Voilà, et il dit à son ami un jour, « Ma pauvre vue me fait tout voir dans un brouillard complet. » Alors, c'est là qu'on voit que ça intervient également dans la perception des couleurs. Et c'est vrai que quand on a une cataracte, eh bien la perception des couleurs, autant dans le spectre normal d'ultraviolets normaux, eh bien c'est la couleur dominante vert et rouge qui prend le dessus. C'est ainsi qu'on voit la période où il ne souffrait pas de troubles visuels, et quand la cataracte s'est installée, nous avons une dominance bichromique rouge et verte. Alors, il a été opéré de l'œil droit. Alors, Monet se fit opérer en 1923 de l'œil droit. Et donc, il n'avait pas de cristallin. On appelle ça un œil aphaque. Vous savez, à l'époque, quand on opérait des gens au début du siècle, eh bien, on leur mettait des grosses lunettes, parce que quand l'on retire un cristallin qui a une valeur dioptrique, hein, de verre, eh bien, quand on enlève 10 dioptries, sa valeur, à l'époque, on ne pouvait pas trouver 10 dioptries en implant, donc on les donnait en verre, d'où l'épaisseur de ces verres que l'on voyait chez nos oncles lointains ou nos grands-parents. Et donc, ce qu'on appelle aphakie, donc absence de cristallin, eh bien, transformer la couleur en bichromie, en quasi-bichromie, bleu et violet. C'est ainsi que l'on voit, après l'extraction de son cristallin, comment ces couleurs dominantes dominaient ses œuvres qu'il avait faites après son intervention de l'œil droit. Il ne s'est jamais fait opérer de son œil gauche. Alors, nous allons voir qu'apporte, ce qu'est le glaucome et comment il modifie la perception visuelle.
Eh bien, je vais vous expliquer d'abord ce qu'est le glaucome. Le glaucome, eh bien, vous savez, tout ça, c'est la rétine. Ça, c'est un nerf optique, c'était comme un grand tunnel qui s'enfonce dans le cerveau. Quand on vous observe, nous, ophtalmologistes, on essaye de dépister le glaucome ici. La macula est là et le glaucome est ici. Et sitôt que l'on voit cette pâleur, eh bien, on sait que il manque des fibres. Vous savez, le relief est différent et vous manquez de fibres, donc vous manquez de connexion, d'informations visuelles avec votre cerveau. Tout ça parce que cette rétine est faite de cellules ganglionnaires, ce sont des cellules visuelles, et surtout dans la partie centrale. Donc, ces cellules visuelles, eh bien, comme l'on vieillit, eh bien, on en perd. On en perd d'une façon classique par mort cellulaire programmée parce que l'on vieillit. Mais dans le glaucome, eh bien, on perd sa vue précocement à partir de l'âge de 50-60 ans. Et la principale perception, c'est une atteinte du champ visuel, c'est-à-dire que tout se rétrécit, comme si l'on devait voir à travers le trou d'une serrure. Voilà un air à peu près normal et un air qui perd un petit peu toute cette partie qui est vivante, qui est la connexion qui rentre dans le cerveau, eh bien, il pâlit parce qu'il n'a plus ses fibres optiques. Et c'est ainsi qu'à la fin d'une évolution, eh bien, on n'arrive plus à voir le champ d'une image, on voit qu'une partie centrale, elle est embrumée et surtout, il y a un éblouissement diurne et nocturne. Les patients disent qu'ils ont vraiment un feu d'artifice et que les objets sont entourés d'un halo très très lumineux. Tout ça, c'est une maladie donc de la cellule rétinienne, de la cellule ganglionnaire. Eh bien, même dans le cerveau, alors que c'est un nerf optique, on trouve que dans le glaucome, eh bien, le tissu est vraiment affiné par rapport à un tissu normal. Même dans les voies optiques, on voit que les stries ne sont pas tout à fait comme elles devaient être, en tout cas dans une coupe du noyau géniculé. Et voici un nerf optique en microscopie électronique, un nerf optique où il y a tous ces faisceaux de connexion, vous savez, on l'a coupé, où les cellules sont correctes, organisées, et ici, ce manque de cellules, donc ce manque de transfert d'informations. Et c'est ce manque de cellules qui va être responsable d'une partie de l'image qui manque, parce que chaque partie de la rétine est responsable du nerf visuel. Voici donc des cellules donc, du corps latéral géniculé qui sont atrophiques chez les patients glaucomateux. Il faut savoir aussi qu'il y a des baisses des ondes électriques pour le glaucome. Alors, du point de vue de du neurobiologiste, eh bien, on considère aujourd'hui, alors que le glaucome était considéré comme une maladie liée à la tension oculaire, eh bien non, c'est une maladie de la cellule, c'est une maladie, c'est une dégénérescence valérienne rétrograde, c'est-à-dire que le corps de la cellule se dégénère avant d'atteindre le corps cellulaire. C'est d'où le dépistage très très important parce que, bien sûr, l'induction de thérapies neuroprotectrices, car une fois le corps cellulaire atteint, cela devient irréversible. Alors, les pistes ophtalmologiques pour la détection précoce de la maladie d'Alzheimer, eh bien, certains chercheurs nous ont montré que les mécanismes dans la maladie d'Alzheimer sont également impliqués dans le glaucome par la présence de la protéine bêta-amyloïde qui est responsable des plaques dans le cerveau et qui entraîne également la destruction des cellules de la rétine. Et c'est ainsi que grâce à un tomographe, vous savez, c'est un appareil qui est un scanner visuel, eh bien, on fait ce scanner du nerf optique. Ici, il ne montre pas de déficit. Et dans la maladie d'Alzheimer, eh bien, nous avons le début d'un manque de fibres optiques dans les cadrans supérieurs
et inférieur. D'où l'intérêt de pouvoir examiner l'œil parce que c'est l'organe accessible et c'est vraiment la fenêtre dans le cerveau pour essayer d'anticiper les choses. Les mouvements oculaires sont perturbés dans la maladie du glaucome et l'Alzheimer, et puis les ondes électriques d'électrorétinogramme sont aussi perturbées. Le Royal College d'England, d'Angleterre, a mis au point une technique d'analyse des vaisseaux en corrélation avec les patients atteints d'Alzheimer. Et les résultats sont que l'analyse des rétines des patients atteints d'Alzheimer, il y avait des différences significatives de l'atteinte et des calibres vasculaires qui étaient beaucoup plus fins. Alors, on va passer maintenant à ce qu'entraîne l'oxydation rétinienne des tissus rétiniens. Nous allons revoir un petit peu cette macula tellement précieuse et qui est responsable de tous des déficits visuels importants par maladie neurodégénérative. Eh bien, cette fovéola précieuse, eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la dépression fovéolaire, c'est la partie la plus précieuse. Et lorsque le message se fait par l'intermédiaire de la lumière, eh bien, il y a tous ces dépôts de ces disques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment, qui s'accumulent. Et comme nous n'avons pas assez, on s'oxyde et nous n'avons pas assez d'élimination des radicaux libres suite à cette transduction, eh bien, il y a une accumulation de ces débris que l'on appelle drusènes et qui sont corrélés aux plaques amyloïdes dans le cerveau parce qu'il faut intervenir le peptide amyloïde bêta. C'est ainsi que l'accumulation ici de ces déchets dus à la lumière, due à l'oxydation, due à l'absence d'antioxydants, eh bien, cette accumulation s'appelle des drusènes et c'est le stade précoce d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. On appelle ça une maculopathie liée à l'âge et donc qui se complique malheureusement par une des maladies les plus suscitantes du sujet âgé en ophtalmologie actuellement, qui est la dégénérescence maculaire néovasculaire, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux, nouveaux vaisseaux incontrôlés, qui vont rentrer dans la rétine comme du lierre, vont se développer et vont être responsables d'une baisse visuelle très très sévère. Et on voit maintenant ici comment les vaisseaux, comment les vaisseaux font effraction de cette membrane et vont soulever justement cette partie la plus noble. C'est ainsi que les patients, quand ils commencent à avoir une dégénérescence maculaire, eh bien, ils commencent à avoir tous ces signes-là. J'ai l'impression que les journaux sont mal imprimés, j'ai besoin de plus de lumière pour lire, j'ai des difficultés à reconnaître le visage de mes enfants, j'ai l'impression que les carreaux ondulent. Et donc, tout ça, c'est au moment de la complication que ces signes, d'où l'importance de pouvoir se tester régulièrement. Nous allons voir le cas d'Edgar Degas, qui était atteint d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il avait remarqué qu'il avait déjà, il avait pris conscience qu'il avait déjà une maladie vers l'âge de 35 ans. Il ne voyait pas de son œil droit, donc il était déjà monophthalme. Et puis, il avait une maladie neurodégénérative. Alors, quand on a une maladie neurodégénérative, eh bien, on a une photophobie. On a des troubles on est dyschromatopsique. Donc l'un des symptômes majeurs de la maladie de Degas est la photophobie, c'est-à-dire qu'il ne supportait pas, il ne pouvait pas être en plein jour. Et même lors d'un voyage en Louisiane, il était obligé de peindre à l'intérieur. Donc c'est ainsi que au fur et à mesure que la maladie s'installait, eh bien, on voit des modifications de son rapport à la lumière, de son rapport à la couleur. Il disait « je vois votre nez, mais je ne vois pas votre bouche ». Voilà, c'est comme l'espèce de tache qu'on a pu voir tout à l'heure. Et il n'avait pas de notion de profondeur parce qu'il était monophthalme. Il se singularisa en multipliant les points de vue
Il utilisait beaucoup les miroirs, non pas, il utilisait les miroirs pour essayer de reconstruire la troisième dimension qu'il ne possédait pas. Et il s'intéressa à la sculpture, non pas pour devenir sculpteur, mais pour avoir, et pour rejoindre le thème de cet après-midi, la sculpture permet aussi le toucher et la représentation spatiale qui lui a permis de mieux peindre ses danseuses. C'est ainsi qu'on voit au cours de la maladie eh bien, son acuité visuelle qui se dégrade et donc les visages et les détails sont de moins en moins précis et les couleurs sont de moins en moins réelles, mais il les voit comme ça. Hein. La scène de ballet accrut la baisse visuelle avec des contours flous, des visages non dessinés. Les taches arrondies au-dessus des danseuses bleues ont été posées par l'artiste avec son pouce plus précis que sa vision déficiente. Voilà, les troubles aussi de la perception des couleurs quand on a une dégénérescence maculaire, c'est aussi pareil que la transmission de la couleur ne se fait pas normalement dans le cerveau. Ce sont des teintes sans nuance. Voilà. Alors, Edgar Degas souffrit d'une altération à long cours de sa vision à partir de 35 ans. Son style et sa technique évoluèrent pour s'adapter à sa vue. Il démontre que la maladie oculaire est moins intéressante par ses signes propres que par la réaction de l'artiste pour la surmonter. C'est comment, à travers un handicap, on arrive à se construire une image qui n'est certes pas l'image réelle, mais c'est aussi une boucle qui renaît dans le cerveau. Alors, la recherche, ce que nous a ramené la recherche œil et Alzheimer, c'est qu'il existe des facteurs de risque communs entre les maladies oculaires et les maladies neurodégénératives du cerveau. Et l'œil, aujourd'hui, représente une fenêtre par son accessibilité facile. Il est facile d'examiner un œil, il est facile d'explorer un œil, il est moins coûteux d'explorer un œil. De nombreuses équipes s'intéressent à essayer de trouver un lien plus significatif afin de représenter un diagnostic précoce avant l'installation des déficits cognitifs. Et le point commun est malheureusement l'apoptose. Alors l'apoptose, c'est quoi? C'est la mort cellulaire. Il y a tout ce qu'on a, la mort cellulaire programmée, et puis il y a la dégénérescence secondaire, qui est un phénomène, voilà, c'est comme un cercle vicieux qui va faire que si une cellule est atteinte, eh bien, elle va recruter la cellule à côté pour en faire une mort cellulaire dégénérative secondaire. Donc, aujourd'hui, alors, les pistes pour la DMLA et ses liens avec la maladie d'Alzheimer, ces dépôts extracellulaires dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont la présence de dépôts extracellulaires amyloïdes, d'agrégats protéiques intracellulaires, eh bien, appelée plaque au niveau de l'Alzheimer, elle s'appelle drusène au niveau de la dégénérescence maculaire. Donc déjà, nous avons un des points communs qui est accessible par un examen du fond de l'œil. La présence d'une inflammation chronique, alors pour mes confrères, savent très bien que c'est l'activation de la voie du complément, hein, c'est la voie de l'inflammation qui est responsable à peu près de toutes les maladies dégénératives. C'est la voie chimique, hein, mais nous n'allons pas la détailler du tout, mais elle est présente dans les deux cas. Donc, et puis une activité mitochondriale. Qu'est-ce qu'une activité mitochondriale? C'est le fait de vivre, on se consomme, on crée de l'énergie, on dépense de l'énergie, mais on crée des déchets, et les déchets ne sont pas recyclés, et les maladies s'installent. Donc les modes de vie pourraient représenter une voie de meilleure prise en charge personnelle de sa santé. Alors, nous avons vu comment certaines pathologies pouvaient modifier l'image, et aujourd'hui, maintenant, nous allons voir comment les patients atteints d'Alzheimer se voient. Nous avons le cas de Bernard Meyer, qui s'est mis à peindre très tard, et sa fille disait dans une interview, eh bien,
Il se sentait plus sensible à la beauté des choses, sa nouvelle façon de s'arrêter, de sembler, voir pour la première fois les fleurs du jardin, la mer. C'est le sentiment d'émerveillement et finalement d'oubli et de redécouverte des choses. Le cas de William Uttermolen est un cas plus emblématique parce que lui s'est peint durant toute sa dégradation. Il a appris qu'il était atteint d'une maladie d'Alzheimer à 62 ans. Et donc, c'était assez dévastateur. Il peint un Blue Sky en 95. Son annonce était dévastatrice et l'artiste est prostré en face d'un vasistas de couleur bleue assorti à son pull, assorti au sol. Il se voyait comme ça, perdu. Hein. C'est un ciel vide dans lequel aucune étoile ne luit, que cette ouverture donne accès tel un trou béant par lequel il sait que son esprit va progressivement s'échapper. Un peu plus tard, dans l'évolution de sa maladie, eh bien, il se peint de cette façon. Ce tableau est un tournant dans son œuvre. À partir de ce moment-là, il va essayer de comprendre la maladie et peut-être de l'apprivoiser en se peignant lui-même tel qu'il se voit ou tel qu'il reste capable de se représenter. Il se voit comme ça, crispé, lointain. Un regard. L'évolution de sa maladie, eh bien, il nous offre ce portrait. Il commençait à avoir des troubles de la parole et d'une confusion du temps, de où il était, de quelle heure il était. Et malgré la difficulté croissante à reconnaître les gens et les objets, y compris ses propres outils de peinture, il continue à peindre. Voilà tel qu'il se représente. Et au fur et à mesure de la dégradation de sa maladie, eh bien, ces tableaux se modifient, eh bien, il y a des gros traits qui apparaissent, une forme d'imprécision, et le trait est de plus en plus épais. Eh bien, ces toiles révèlent que des sentiments qui s'entrechoquent chez l'artiste aux prises avec une maladie qu'il n'a aucun espoir de vaincre. On y voit la colère, la détresse, l'abattement, la résignation, et surtout à un moment, la distorsion. Qu'est-ce qu'une distorsion? C'est cette manière déformée de se voir, ce message qui ne se fait pas. Un de ses derniers tableaux. Le dernier tableau de William Uttermolen, eh bien, voilà, il a été peint le 30 août 2000 et puis il n'a plus été capable de nous donner une œuvre. Et puis, bizarrement, ça commence à être primitif. On a l'impression que c'est un primate. C'est une régression, une distorsion-régression. Voilà, toute cette progression par un patient d'Alzheimer qui nous dépeint sa perception de lui-même. Eh bien, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, l'œil ne nous a pas livré tous ses secrets pour essayer de mieux comprendre et plus vite comprendre tous les secrets qui concernent le cerveau. Et peut-être c'est la partie de puzzle qui manque aux chercheurs pour nous permettre de vaincre cette maladie le plus vite possible. Voilà, pour finir sur une note d'humour, j'espère que le traitement va très très vite arriver. Voilà. Je vous remercie de votre attention.